Salut ma gang de vous autres, bienvenue à un autre épisode de Boule de Métal. Et cette semaine, un épisode spécial. Parce que d'habitude, quand je reçois quelqu'un qui est pas directement dans un groupe de musique, je fais ça en mode Fast and Furious, mais c'est vraiment un épisode Boule de Métal en part entière parce que c'est malade. Je reçois Mira Saint-Laurent. Elle a fait une thèse de doctorat sur le black metal québécois qu'il faut appeler, puis c'est très important, le metal noir québécois, qui est comme une sous-branche. Puis je veux même pas expliquer c'est quoi tout de suite. Écoutez l'épisode, on passe un épisode là-dessus au complet. Dans le fond, Mira a fait une thèse de doctorat en musicologie qui s'appelle Le métal noir québécois, l'analyse du récit identitaire d'une communauté black metal marginale. Le lien de sa thèse va être dans les commentaires. Je trouvais ça vraiment intéressant avant de commencer à interviewer des bandes dans ce sous-genre-là, de parler avec quelqu'un qui a fait une thèse là-dessus. Était vraiment passionné. Si vous aimez le black metal, vous voulez le découvrir, le métal noir québécois, je m'excuse. C'est un épisode pour vous. Et comme on traite de black metal, j'ai pas le choix de le dire. Puis s'il y a du monde de l'Europe qui écoute, mon nom Faf vient de Fafouin, qui est le nom d'un clown. Ça n'a pas pantoute rapport avec ce que ça veut dire en France. Je veux même pas lui donner de la publicité en parlant de ça. Fait que comme d'habitude, je vous invite à liker abonnez-vous à mon Patreon. Puis il y a une option gratuite. Des fois, je mets des vidéos juste pour ceux-là qui s'abonnent gratuitement. Puis bien sûr, si vous voulez avoir les épisodes à l'avance, ça, vous pouvez vous abonner. Audio, vidéo. Puis j'ai une option repas familial pour ceux-là qui veulent avoir des choses exclusives par rapport à ma carrière d'humour. Fait que je vous souhaite avant que je vous souhaite un bon épisode, ma gérante, qui est une aussi grosse fan de métal que moi, Véronique, s'est jointe à la discussion aussi. Fait que je vous souhaite un bon épisode. Tu sais, moi, ben là, j'ai mal à la gorge, puis en plus, je suis enceinte, fait que j'ai comme pas de concentration zéro, là. Puis il y a Pierre-Luc tout, je pense, qui est malade. Lui aussi, il Fait est que, enceinte, d'accord. Non, moi, oui, ouais, lui aussi, il est plus avancé que moi, mais. moi, j'ai la Oh, maladie de wow. crâne, puis là, je suis immunosupprimé, puis j'ai trop vu de monde qui avait la grippe dernièrement. Fait qu'on a tout un Oh, beau C'est ça, on cocktail. est tous. C'est un beau dimanche soir. On est prêt pour lundi matin. Ça va être le fun. Fait que épisode spécial ce soir, c'est un des épisodes que j'attendais le plus parce que le sujet me passionne. Avec nous, on a Mira Saint-Laurent qui a fait carrément une thèse de doctorat sur le métal noir québécois. Premièrement, comment ça va Mira ce soir? Ben, ça va bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment apprécié. Ben, Et oui, j'ai effectivement fait une thèse de 623 pages sur le métal noir québécois. ça va être trop pages. Pour ceux-là qui regardent, j'ai Véronique qui est avec moi, qui est ma gérante et Allô? qui va être souvent là comme assistante dans mes podcasts. Fait que, attends un peu, 643 pages, t'as dit? Ah, 123. Je suis presque T'en as arrivée à mis 20. 666, là. Tu sais, j'étais proche, là. Hey, mais 600 pages, ça, c'est. Ben, je sais pas, juste pour me donner une idée, parce qu'une thèse en général, est-ce que c'est toujours aussi volumineux ou Non. c'est toi qui Non. t'es donné, là? En fait, habituellement, là, les thèses, c'est plus. Ça peut tourner autour de 200, 400 pages. Les thèses de la France sont réputées pour être super longues et ennuyeuses. Excusez-moi, c'est pas vrai pour tout le monde, là, mais il y en a. Pour les personnes qui écouteraient de la France, Ouais, c'est c'est pas ça. vrai pour tout le monde. Bon. Mais en fait, quand j'avais parlé à mon superviseur de thèse, il m'avait dit quand tu as fini de dire ce que tu as à dire, tu conclus, mais si tu en as à dire pour autant de pages, assure-toi que ce que tu as à dire, c'est pertinent. Hein? Et non que tu te perds dans Mais des Dans grands des belles mots, phrases à puis que ça rallonge finit qui veulent plus, rien là, puis dire. que tu t'as pas. Fait que ça, c'est ça le cœur de la chose. C'est que si tu as autant de choses, si tu as besoin d'autant d'espace, ben il faut que tu l'utilises bien. Puis j'imagine que tu devais être la première et la seule à ce jour qui a fait une thèse de doctorat sur le métal noir québécois. Pour le métal noir québécois, oui. Ok. Il y a quelques ouvrages, on va dire plus journalistiques, là, sur
black metal au Québec, sur le métal noir québécois, sur le métal en général. Mais il y avait. J'ai un collègue, Jean-François Veilleux, qui a fait son mémoire de maîtrise sur la musique métal, puis mais en fait, lui était plus en philosophie, si je me trompe pas, OK. sur la notion de catharsis, il me semble, dans la musique métal. OK. Il avait parlé un peu de la, il avait parlé un peu de l'histoire du métal au Québec, mais tu sais, j'étais la première à aller vraiment en profondeur dans le sujet, ce qui fait que il n'y avait pas beaucoup de sources sur lesquelles me baser pour écrire quelque chose. Il a fallu vraiment que j'aille parler beaucoup aux gens de la scène pour un peu construire l'histoire, avoir des données à Mhm. utiliser. Je veux dire, je partais presque. Il n'y avait pas grand-chose, là, tu sais. Puis, d'entrée de jeu, parce que moi, je dis métal noir québécois et non pas black Mhm. metal, parce que pour bien des Ouais. artistes de ce sous-genre-là, c'est vraiment important de faire la différenciation. Ça serait quoi la différenciation? Distinction qu'on dit, Pierre-Luc, en français. Bon, j'ai de l'air épais, c'est correct. Ben, en fait, c'est. Je vais faire je vais faire une petite anecdote par rapport à ça. Au début, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet pour voir si c'était possible de faire ma thèse sur ça, j'avais cherché un peu à faire une définition puis à savoir quels sont les groupes les plus spécifiques au métal noir québécois. Mhm. J'avais cherché plein d'articles, soit de blogs, d'articles de journaux, puis qui parlaient de ça, puis qui mentionnaient métal noir québécois. Puis j'avais fait un tableau. Puis chaque fois qu'il y avait un nom qui sortait, ben je l'inscrivais. Puis là, je mettais des petites statistiques. Combien de fois tel nom sortait, tel autre nom. Puis j'étais arrivée avec des résultats quand même spéciaux. Je veux dire, oui, dans les groupes les plus populaires, il y avait Forteresse, les plus reconnus comme étant du métal noir québécois. Il y avait Forteresse, Monarque, mais il y avait plein d'autres groupes j'ai compris par après qu'ils sont pas considérés comme du métal noir québécois tant que ça, comme par exemple Gris, qui est pas OK. tout à fait dans la même tangente. Plein de Akitsa, qui était aussi nommé comme étant du métal noir québécois. Puis c'est quand j'ai commencé à faire mes entrevues avec les gens de la scène, et là je me suis rendu compte qu'il y a une grosse différence entre ce que les personnes à l'extérieur d'une scène perçoivent, Mhm. ce que les gens de cette scène-là voient comme étant du métal noir québécois. Puis plus tu es au noyau et au centre, mettons, de la communauté, de la scène, puis que tu es la personne qui fait la musique, plus tu as une perception super aiguisée de qu'est-ce que tu fais. Ça paraît évident quand je le dis de même, là, mais ça l'était pas tant au début pour moi. Fait que c'est quand j'ai commencé, j'ai interviewé aussi des gens qui étaient autant musiciens, journalistes, que réalisateurs, que des fans carrément, tous du Québec. Puis à chaque fois, toujours un peu les mêmes caractéristiques qui revenaient, mais c'était beaucoup moins, on va dire, peut-être, je ne vais pas dire raffiné parce que ça donne une impression d'élitiste, là. C'est pas ça que je veux. Mais c'était moins clair, on dirait. Il donnait plus de manœuvres pour définir c'était quoi. OK. Bon, bref, c'est un grand détour pour vous dire qu'est-ce que c'est en fait, là. Ouais. Mais la- en fait, c'est que ce que j'ai vraiment, on va dire, défini comme étant du métal noir québécois, c'est vraiment une définition qui venait des gens de la scène, Mhm. principalement. Les gens vraiment du noyau central. Donc, bon, c'est évidemment du black metal en français. Absolument. OK. Euh, absolument. Souvent avec des sujets qui vont traiter de l'indépendance du Québec, souverainisme, mais pas nécessairement, qui vont pas nécessairement en traiter dans la musique, pas tout le temps, mais qui vont toujours défendre ça comme étant des valeurs fondamentales qui les OK. représentent. Puis, ben, mais plus central que ça, en fait, c'est que c'est une gang de chums, on va dire. C'est du monde qui sont très proches un de l'autre. OK. Quand j'ai interviewé ces personnes-là, je leur demandais comment est-ce que vous décriveriez les personnes qui constituent
Le que c'est noyau. le métal noir québécois. Et c'est ça, justement. Il me donnait des mots comme ça. Famille, clan, noyau, cercle. Donc, c'est ça. Les gens, c'est vraiment tissé serré. Donc, si toi, tu arrives de l'extérieur, puis que tu dis, ben, moi, je fais du métal noir québécois, et que t'es pas dans la gang, ben, Ça marche ça se pas, peut que là. ça passe pas tant, là, tu sais. Avant de le dire, il faut que tu prouves, j'imagine, puis que t'aies sorti une coupe d'albums, puis que t'aies fait Ben, tes dates petit peu par petit Faut, peu. toi, puis faut que tu sois proche des Ok. gens aussi de cette scène-là. Fait que, oui, c'est élitiste. Effectivement. C'est du ben, black metal. c'est élitiste, mais ce que je trouve intéressant, puis c'est quelque chose qu'on oublie souvent par rapport à la musique, mais que quand on recule dans les mouvements artistiques at large, souvent, mettons, tu prends comme, tu sais, le dadaïsme ou le surréalisme, c'était des gangs, puis il y avait une culture. Ah oui, Puis là, il y avait des exact. manifestes qui étaient associés à ça. Fait que c'est un peu parallèle, mais avec la musique, on le fait jamais, ce parallèle-là. On fait, ah, ça sonne comme. Mais ce que tu décris, c'est vraiment ça, là. C'est comme une gang qui se sont Ben dit, oui, nous, puis on a ces valeurs-là aussi, là. tu sais, il y a même des groupes qui auraient pu être intégrés comme étant du métal noir québécois, comme je pense au groupe qui s'appelle Neige éternelle. Je connais bien le frontman, on va dire, là, de Neige éternelle. Puis lui, carrément, quand je l'avais rencontré, il m'avait dit, ben, on n'est pas du métal noir québécois pour la simple et bonne raison qu'on est trop loin géographiquement pour participer activement à la scène, ou à la communauté, ou à la famille, peu importe. Tu sais. On est trop loin. Il y avait même la notion de géographie. Fait que, tu sais, même, si les groupes de métal noir québécois sont beaucoup dans la région de la ville de Québec. Ok. Il y en a un OK. peu à l'extérieur, mais c'est beaucoup plus dans la région de la ville de Québec. Fait qu'il y a tout ça aussi à prendre en considération, là. Mais Ah, c'est ça. Quand j'avais... c'est vraiment une désolé. sous-culture. Non, c'est correct, il y a un petit peu de lag, là, fait que je veux pas parler par-dessus toi, mais moi, ça me fascine parce que ce que j'entends, c'est vraiment une sous-culture, puis que, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, en tant qu'outsider, en tant que juste fan de musique, on n'a pas accès à savoir ces Non. choses-là. Ouais, C'est faut fascinant. vraiment creuser un peu plus là, pour aller plus loin un peu que qu'est-ce qu'on nous présente. Parce que il y a beaucoup de personnes qui disent ah, le métal noir québécois, ben, c'est du black metal du Québec. Euh, euh, non, pas tout à fait. Là. Il y a d'autres. C'est pas juste la traduction du terme en français. Donc, Je comprends. Il y a une puis, autre dimension à tout ça. Tu sais, il y en a pas. Si on se fie à cette définition-là, ça veut dire que des groupes vraiment, mettons, qui comprennent toutes les caractéristiques du métal noir québécois, comme j'ai dit, il n'y en a pas tant. Là. Il y a Il y en a, Forteresse, oui, évidemment, Forteresse. qui est le pilier central sans genou aux poches. Sinon, Brume d'automne en fais-tu partie? Oui, tout à fait. Ok. Brume ben, d'automne en c'est fait les partie. groupes de Québec que tu disais, Mornac. en fait. Hein. Brume d'automne n'est pas de Québec, mais en fait, qu'est-ce que Brume d'automne a apporté, c'est que c'est le groupe qui a créé, en fait, Nordet, le frontman de Brume d'automne, c'est lui qui a créé le nom. Il Ah, voulait quelque chose qui, il voulait vraiment quelque chose qui le définit, qui définissait ce qu'il faisait. Puis, et c'est certain que le black metal prend énormément à la base. Je veux dire, un, c'est un style musical qui puise énormément dans la culture. Mhm. Il y a plein de black metal qui parlent de l'histoire des Vikings, puis du christianisme, des envahisseurs. Mais quand tu es au Québec, parler des Vikings, tu peux, là, mais ça te rapproche. C'est pas c'est vraiment ça. proche de ta culture à toi. Non, puis ça Fait que, sonne un peu faux aussi, en quelque tu part, peux. tu sais, sans critiquer ces bandes-là, parce que tu peux difficilement parler de façon Mm, honnête, puis qui vient du cœur de quelque chose que tu n'as pas vécu, puis que c'est pas dans tes racines. La musique peut être exact. bonne quand même, là, ça n'enlève rien au talent technique de ces bandes-là, mais en termes de message artistique, c'est vraiment pas la même chose. Non. Puis Brume d'automne est arrivé, puis a décidé un peu de puiser dans ce qu'on a au Québec comme histoire, comme folklore musical, comme imagerie, pour insuffler ça dans la musique. Donc, c'est eux qui ont trouvé le nom. Forteresse est arrivé par après.
Puis eux ont quand même fait un album avec ce nom-là. Fait que c'était assez Ouais, Métal Noir décisif dès le québécois. départ, là. Ben Ouais, ils oui. s'annonçaient comme étant nous, on est Ouais, le mais métal noir québécois, du ouais. métal noir Puis québécois. en même temps, Atroce, qui est dans Forteresse, était également dans Brume d'automne à l'époque. Donc, d'où le lien, l'affiliation, Qu'est-ce que je trouve tout ça. intéressant de ces groupes-là? Tu sais, je prends Brume d'automne, moi, qu'est-ce qui m'avait accroché les premières fois que j'ai écouté? Bon, c'est vraiment, on sent vraiment la culture québécoise parce que ils aimeront peut-être pas le nom de l'émission, mais Soirée canadienne, tout le folk québécois qui est la musique de nos ancêtres, c'est célébré au travers des albums de même Oh, oui. d'autant. T'as tout le temps des morceaux qui s'appellent Traditionnel 1, Traditionnel 2. Je pense pas que ça va les heurter, là. Mais Je pense ben, que c'est exactement ça, là, parce que de toute façon, le terme canadien avant référait aux gens qui habitent sur le Canadien-français. territoire du Québec. Donc, non, je pense que ça se tient. Mais moi, ce qui m'accroche dans ce que tu dis, puis que peut-être que je saute trop loin là, dans ce qu'on pourrait parler, mais c'est étant donné si on veut, le fait que c'est un noyau de personnes qui se connaissent, une famille, puis tout ça, est-ce qu'il y a de la pérennité pour le métal noir québécois Ça, ou c'est une une fois bonne que ces question. bands-là seront plus là, parce qu'en tant que tel, s'il n'y a pas de relève puis qu'ils n'intègrent pas des nouveaux bands, une fois qu'eux seront plus en activité, on ne pourra plus parler de métal noir québécois comme étant contemporain à Effectivement. nous. Parce que je ne sais Euh, pas au niveau de la relève, qu'est-ce qui se passe présentement. Peut-être que tu ne le sais pas non plus. Là. Je pour suis ce pas qui est du assez proche. métal noir québécois, ben en fait, ce que je peux dire, c'est que moi, ce que j'ai comme donné s'arrête à 2018. Parce que c'est OK. à ce moment-là que j'ai terminé ma récolte de données. Puis à un moment donné aussi, il faut que ça l'arrête, là. Ma thèse, je l'ai remis en 2019. Là. t'as une vie à Je veux vivre. dire, Tu veux travailler et manger, pas faut juste y faire des repas. arriver. Mais ça a toujours été un peu un enjeu, la relève, dans la musique métal. Parce que c'est une musique qui est extrêmement qui est en marge. Puis, l'auditoire est extrêmement restreint à la base. Et les personnes qui sont dans ces groupes-là, c'est tous des gens qui sont entre, mettons, 35, 40. Ils ont vraiment comme. Ça fait. C'est pas là des petits nouveaux, là. Ils Mhm. sont là depuis un certain temps déjà. Euh, puis, c'est vraiment un enjeu, effectivement, de savoir si ça va perdurer. Pour être franche, je sais vraiment pas. Il On y a va des, voir. Là, il y a des j'imagine que ça sous-genres. pourra être la thèse de quelqu'un dans le futur, peut-être, qui Mhm. nous Ouais, écoute. effectivement, là. Mais il y a des sous-genres qui ont disparu complètement. Tu sais, je pense au New Wave of Ah, British Heavy Metal ou à la limite le grunge, qu'aussitôt que 95-96, là on a parlé de post-grunge qui est devenu le mouvement alternatif. Il y a plein de Ouais, sous-genres qui disparaissent étant donné que le noyau central a plus ou moins cessé d'exister. Ben, c'est toujours ouais, des puis choses qu'on se rend compte a posteriori aussi. Là, là on le vit, et on peut le voir venir aussi, étant donné, ben, en tout cas, moi, 35 ans, c'est pas mal dans ma tranche d'âge. Là, fait qu'on est capable de dire que, effectivement, si moi je compare à comment je vis et je travaille, ça change. Fait que j'imagine qu'eux autres aussi, éventuellement, vont exact, prendre une exact. certaine retraite. Là. Mais tu sais, comme l'âge d'or, on va dire, du black metal au Québec était, il y a peut-être, c'était autour de 2007. J'avais fait des graphiques là, dans ma thèse de doctorat Mhm. qui montraient là, la scène de black metal divisée en plusieurs périodes. Puis vraiment, là, il y a eu un âge d'or là, où est-ce qu'il y avait des groupes de black metal, là, un puis un autre. C'était vraiment impressionnant. Ben, je veux dire, c'était impressionnant comparativement à ce qui se faisait Avant. à cette Dans les autres époque-là. Là. genres. Puis avant, je veux dire, on est passé de genre 20 groupes à 200, là, genre en très C'est peu de temps. Là. Sépulcral puis production, c'est-tu une cause de ça ou une conséquence que Sépulcral est. Un facilitateur. C'est-tu un félicitateur ou sont arrivés à cause qu'il y avait autant de groupes que ça? Euh, une bonne question. En fait, Sepulchral Production est arrivé en 1999. Ok. OK? À ce moment-là, là, je veux dire, le black metal est arrivé
je me trompe pas, en 1993, on avait les premiers groupes au Québec. Mm. Non, peut-être ouais, à peu près autour de ça. On était déjà en retard comparativement à d'autres pays, parce que là, on commençait, là. C'était très, très naissant. Et quand Sépulcral est arrivé, Martin Marcotte, là, qui est le- Le celui mastermind. qui est. Ah ouais, c'est ça, exact. Lui, en fait, il a fait Sépulcral pour mettre de l'avant son propre groupe, Frozen Shadows, qui était genre un des groupes, je veux dire, légendaires du black metal au Québec, et qui n'est pas du metal noir québécois. Mhm. C'est c'est du black metal, Ben du déjà, black le metal nom est québécois. en anglais, tu sais. Oui, Déjà, en ayant le nom exact, en exact. anglais, on le sait qu'on peut les... Par contre, il y avait, euh, il voulait mettre c'est ça, l'accent sur son propre groupe, puis distribuer aussi quelques parutions rares de black metal. Qui venaient pas nécessairement toujours du Canada. Par contre, en 2006, il a commencé à signer plusieurs groupes du Québec. Parce qu'en fait, si on se remet au début des années 90 ou même vers la fin, euh, on a, c'était les balbutiements des médias sociaux, là. Je veux Mhm. dire, genre, MySpace est arrivé quoi en 2003, je pense. Euh, Avant ça, créer un engouement, créer une scène, un genre musical, un style musical, ben, ça demandait un petit peu plus de travail, là. Puis il fallait aussi, ça voulait pas dire non plus que le black metal était connu aussi au Québec. Fallait vraiment chercher pour en avoir. Fallait connaître ça, aller dans des magasins spécialisés, faire des commandes, lire des magazines. Je Et peux-tu là, je veux juste faire. Parce que ouais, un groupe des débuts, c'est Sorcier des Glaces. Puis le gars oui, travaillait c'est carrément au exact. HMV à Québec. Puis c'était comme ça qu'il se faisait connaître. Parce que quand tu gossais dans les CD black metal, le gars arrivait, hey, essaye mon groupe. Ça m'est arrivé personnellement, là. C'est comme ça que j'ai connu Sorcier des Glaces. C'est C'est que la génial. Ouais, promotion ben, était vraiment bouche à bouche, là. Bouche à bouche. exactement. Bouche à oreille, bouche à bouche, Bouche à on a compris. Et fait Mais exprès, c'est ça, excusez. fait que quand MySpace est arrivé, ben, les groupes ont commencé à utiliser cet outil-là pour se faire connaître. Puis, en fait, c'est comme ça que Martin Marcotte a entendu Forteresse pour la première fois. C'est avec MySpace, Ok. faut dire, là. Donc, vraiment, ça a eu un impact, les médias sociaux. Puis, c'est ça qui a commencé à ramener les gens un vers l'autre, puis à créer des connexions, puis à faire ah, wow, OK, toi aussi, tu fais ça. Puis, ça a créé une espèce d'effervescence autour de ça. Puis aussi, il faut se rappeler que tous ces gens-là, donc en 2003, il y avait à peu près 21 ans, mettons, 20 ans, parce que j'ai le même âge que ces gens-là. Fait que j'étais à peu près où est-ce que j'étais à ce moment-là, Mhm. moi aussi. C'est tout du monde qui ont vécu le référendum quand ils étaient jeunes, le Ah, deuxième, on s'entend, oui. et qui ont grandi avec ça, comme dans leur école secondaire, il y avait des gens qui étaient pour le oui, puis des gens qui étaient pour le non. Puis là, leurs parents en parlaient, ils en entendaient parler à la télévision, à la radio. Puis ça l'avait. Après la défaite du référendum de 1995, évidemment, le sujet était retourné un peu à l'arrière-plan parce que, bon, on avait perdu. Il y avait une espèce. C'est comme un chien qui va dans un coin lécher ses blessures, là. Et vers 2003, qu'est-ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a une espèce de la nouvelle génération qui avait les jeunes qui avaient vu le référendum sont arrivés un peu plus présents sur le marché du travail, puis eux ils ont comme dit hey, mais OK, là, nos parents n'ont pas gagné, sont découragés, ont mis le sujet de côté, mais nous, c'est encore là dans notre cœur, on veut en parler encore. Puis là, on avait plein de groupes de musique à la radio qui ont commencé. Mes aïeux ont commencé. Le Oui, Colocasse parlait beaucoup de ça. c'est vrai. Cowboy Fringants ont commencé à parler de ça. Fait il y a quelque chose comme dans l'imaginaire collectif qui est C'est revenu à là. l'avant-scène à partir de là. Puis ça l'a nourri aussi les gens du métal noir québécois. Je veux dire, on habite dans la même société, là. Si je peux me permettre, Ça, si ouais. je peux me permettre, qu'est-ce que. Parce que le métal en général, puis
la majorité de ces sous-genres, c'est vraiment globalisé. Puis, tu sais, comme quand on parlait de termes pour les paroles, là, de sujets pour les paroles, autant aux États-Unis, il y a du monde qui peuvent parler de Vikings que partout. Mais le black metal, qu'est-ce qui est beau de cette musique-là, c'est, tu sais, chaque pays a sa musique folk, a sa musique propre à elle. Puis le black metal, peu importe où c'est qui est sorti, que ce soit en Norvège, qu'il y en a au Mexique, il y en a partout qui est des bandes comme Ouais. ça. Tu sais vraiment le folk. Fait que c'est juste normal qu'en 2003, comme quand tu parles de mes aïeux, tous ces groupes-là sont arrivés avec le Colocasse, que le black metal ait ramassé des influences de ça pour faire une propre définition au Québec. Ben, c'est parce Ouais, que la ben, musique est produite par des personnes, puis ces personnes-là vivaient dans une société où ce que c'était un courant qui se discutait. Fait qu'ils ont juste ben fait la oui, musique qu'ils aimaient en bout de Mhm. ligne avec le même sujet, hein. exact. Puis, je pense aussi que c'est un peu un mélange de plein de choses, là. Tu sais, en même temps, il y avait les premiers groupes de black metal. Là, les premiers groupes de black metal étaient déjà bien connus par les gens du Québec, donc Emperor et compagnie. Et là, il y avait aussi cette volonté-là de faire quelque chose qui était issu de cette musique-là, mais avec sa touche personnelle, parce que tous les groupes le faisaient, là. Fait que, tu sais, l'adapter à notre propre sauce, c'était juste. Ben là, maintenant, on le voit, puis on dit, ben, c'était juste évident, là. Mais Ouais, bon, c'était quand même révolutionnaire à l'époque, là. Je veux dire, mélanger de la musique traditionnelle, puis de la podorythmie, puis de la cuillère de bois avec du black metal, wow, quand même, là, faut le Ouais. faire. Puis, eux autres, dans le fond, Euh, parce que je suis convaincu que je reviens à Brume d'automne, je suis convaincu qu'eux autres ils n'écoutaient des. Tu sais, c'est comme moi personnellement dans Oui, ma tout à famille, fait. j'ai du monde, j'ai Clément Grenier, les frères Grenier qui c'était carrément des gigueurs dans les années 60-70. Je suis convaincu qu'ils ont retourné à cette musique-là un peu pour s'influencer. Mais aussi, tu as parlé de Emperor. Ouais. C'est quoi le band fétiche à ces groupes-là qui écoutaient? Des groupes de métal noir québécois? Ouais. Ben oui, ben, beaucoup de groupes de Norvège. Beaucoup les groupes norvégiens, beaucoup de groupes, mais il y a beaucoup d'influences, hein, beaucoup de groupes norvégiens, mais beaucoup de groupes aussi de black metal finlandais, Orna, par exemple. Beaucoup de groupes ukrainiens aussi, de la Pologne également. Aussi des groupes de black metal de la France, comme par exemple Seth, qui est une influence aussi. Donc, ça, ce mélange, Je puis comprends. c'est ça. On va chercher des influences à gauche, à droite, là. Puis Ah, toi, vas-y. en tant que tel, parce que là, on parle Ouais. de ce qui a influencé ces groupes-là, toi, qu'est-ce qui t'a amené vers ça, le métal noir québécois, puis ultimement, t'as clairement aimé ça parce que t'as fait une thèse de 623 pages. Fait Ah! que comment t'en es arrivé là? Ben, en fait, c'est autant en lien avec mes études en musicologie que le fait que je suis une fan de métal. Je m'intéresse énormément, ben, je me suis intéressée beaucoup à la manière dont des groupes de métal racontent des histoires. Hmm. C'était mon sujet de mémoire, là. J'avais pris 4 chansons de musique métal, pas nécessairement du black metal, mais 4 chansons de musique métal, puis j'avais décortiqué la chanson avec les paroles, puis avec la musique, pour savoir comment ils arrivaient à raconter une histoire. Euh, puis avec de la théorie, genre de la narratologie, puis As-tu des exemples c'était de ça tunes que tu avais choisies dans le temps? Oui, j'avais pris Septic Flèche, qui est un groupe grec de death metal mélodique. La chanson s'appelle Mad Architect. J'ai écrit un article sur ça là, qui a été publié dans la revue Metal Music Studies. Puis j'ai regardé un peu comment cette chanson-là reproduisait l'effet de quelqu'un qui était perdu dans un labyrinthe, puis qui se rend compte à la fin, dans le fond, que le labyrinthe est dans sa tête. Puis il y a un gros moment de la pièce qui m'avait vraiment frappé. C'était où est-ce qu'il y a une espèce de motif mélodique qui est répété en boucle très rapidement, puis qu'il y a des sons
percussif qui arrive à des moments qui sont pas sur le rythme, qui arrivent pas sur la métrique. Avant, après, fait que t'es complètement déstabilisé, puis on dirait que c'est des portes qui se ferment. Puis quand j'avais entendu ce moment-là de la chanson, je m'étais dit waouh, ça ressemble vraiment beaucoup à du Stravinsky, au Sac du printemps. Ça, c'est le Sac du printemps de Stravinsky, c'est une pièce iconique qui a été qui a été créée en ballet, qui date du début du 20e siècle. Puis justement, Stravinsky avait créé des émeutes parce que il avait composé une chanson hyper dissonante, discordante, avec des rythmes étranges. Donc, c'est ça que je ressentais en écoutant ça. Wow. Puis, puis il y avait vraiment quelqu'un aussi, je sentais qu'il y avait une présence au-dessus. Il y avait comme plusieurs, il y avait un narrateur, puis il y avait la personne prise dans le labyrinthe. Un narrateur qui décrivait qu'est-ce qui se passait. Ah, il est fou, il est fou, il est perdu. Puis il y avait la personne dans le labyrinthe qui disait, je sais plus où aller, là. Je suis en train de devenir fou. Et que je m'étais amusée à trouver les niveaux narratifs, puis à faire les liens avec la musique. Puis j'avais fait ça pour mon mémoire. Puis je voulais aller un peu plus loin parce que je me disais, c'est pas vrai qu'un récit est juste dans, comment je peux dire, il est dans la musique, mais il peut aussi englober la culture, une culture précise. Puis qu'est-ce qu'une culture raconte comme histoire qui la définit? Et puis là, j'avais regardé plus généralement avec la musique métal du Québec. J'étais pas arrivée à quelque chose de concluant. Je veux dire, c'est sûr que, je veux dire, on regarde le death metal, ben, il n'y a pas tant cet aspect-là de raconter une histoire qui rappelle les ancêtres du Québec, hein, Ben, du territoire du Québec. c'est une C'est musique moins technique. lyrique un peu. Ouais, c'est une musique technique basée sur les riffs, les mélodies puis tout, mais. Ouais. Puis la thématique est beaucoup plus universelle, Mhm. on va dire, là. C'est rare qu'ils vont vraiment traiter d'une quelque chose de très ancré culturellement. Puis c'est correct, c'est juste d'autres choses. Oh oui. C'est ça. Donc, et là, j'avais tourné mon regard vers le métal noir québécois que je connaissais pas vraiment beaucoup. Et là, j'ai fait OK, wow, là, je tiens quelque chose de super intéressant parce que là, on a des groupes qui racontent l'histoire du Québec, mais ils racontent, c'est spécial parce que à la base, c'est comme s'ils racontaient toujours un peu la même histoire. Ils racontent que là, c'est des gens qui se préparent pour un combat, Des patriotes. pour convaincre, ouais, pour combattre l'envahisseur. Des fois, c'est des chansons qui se passent durant un combat. Des fois, c'est des chansons qui se passent après un combat. Qu'est-ce qui était intéressant, c'est que des fois, le combat était gagné et c'était on festoie parce on a gagné. Les Patriotes, ils ont genre ils ont pas eu beaucoup de victoires, on s'entend là. Il y en a eu quelques-unes, là, mais c'était plutôt des défaites. Puis il y avait tout cet imaginaire-là était très présent, puis beaucoup autour de l'espoir de retrouver sa propre patrie, l'importance de combattre l'envahisseur. Donc tout ça, tout cet imaginaire-là m'a vraiment fasciné. Voilà. C'est ça qui Puis m'a amené un peu à en écouter beaucoup, là. le côté. Parce que. Je vais commencer par ça. Qu'est-ce qui est intéressant aussi avec nous au Québec versus la Norvège, c'est que la Norvège, on dirait que dans les années 90, avec le black metal, avait le monopole du froid. Ouais, Puis effectivement. nous autres au Québec, tu sais, même si Oslo est dans le cercle polaire, je pense qu'il y a bien des places que nos températures sont plus froides que eux. Fait que c'est intéressant aussi de voir la musique que ça a créé, le climat au Québec, parce que ça l'a influencé un peu le métal noir québécois, mais tu sais, des bandes, comme on en parlait, Gris ou d'autres, qui parlent plus de nature ou Ouais, Ouais, exact, ben, ouais. Neige et Noirceur, Sombre Ouais, Forêt, tout, on est effectivement. vraiment dans la thématique environnement, température. ouais, 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 exact, scénatique. exact. Mm. Ouais, ben, effectivement, là, on en parle, ils en ont beaucoup parlé quand j'étais en entrevue. Les personnes m'en ont beaucoup parlé de comment la température a un impact sur leur création. Neige éternelle aussi. Je veux dire, Neige éternelle, je sais pas si vous les avez déjà vus en spectacle, là, mais des Non? fois, ils lancent des branches de sapin dans la foule.
Wow. Fantastique. Faut juste pas en avoir dans les yeux, là, parce que ça, Ouais. c'est moins le fun, là, mais c'est ça. Donc, il y a une connexion très forte avec la nature, là. Et oui, ça se retrouve dans le son. Ça se retrouve, et c'est aussi, ils mettent en image, des fois, c'est des bruits de pas dans la neige qu'on va entendre. Des fois, c'est du vent, comme si tu étais dans une chaumière, puis tu entendais le vent souffler très, très fort, une grosse tempête de neige. Des fois, c'est des crépitements un feu, un crépitement de feu de De camp, mettons, foyer. qui est à l'extérieur, ouais, ou un foyer. Donc, il y a toute cette imagerie-là aussi qui va être mise de manière sonore, qu'on va pouvoir, comme si on pouvait vraiment vivre la température, là. Puis Puis, en tant que Québécois aussi, ça vient, en tout cas pour ma part, ça vient chercher quelque chose de nostalgique parce que tu décris ces sons-là, puis on les a tous dans la tête. On sait Ben oui, comment ça sonne le vent l'hiver quand il y a une tempête, tu sais. Fait que c'est très, très atmosphérique. Puis je pense que ça vient réveiller des choses que peut-être qu'un auditeur de cette musique-là d'un autre pays aura pas le référent. Fait que mhm. ça vient, c'est très exact. sentimental dans un sens comme Ouais. musique, là. Ben, moi, c'est ça qui m'a beaucoup accroché aussi parce que j'en écoutais déjà du black metal de plein d'endroits. Puis des fois, j'entendais de la musique traditionnelle, des passages, mettons, parlés dans une autre langue. Puis j'étais comme, OK, c'est intéressant, ça va chercher quelque chose de leur culture, hein, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas plus d'attache que ça. Je comprends pas ce qu'il dit, à moins d'aller voir les paroles. Mais là, quand t'entends, mettons, un extrait d'un discours de René Lévesque, puis t'entends des bruits de pas dans la neige ou de la musique traditionnelle, là, c'est pas pareil, parce que là, tu comprends toutes les références. Tu fais comme, oh, OK, c'est là qu'il s'en va. Waouh, c'est donc ben, ça vient te chercher, là. C'est c'est vraiment différent, là. c'est vraiment québécois. Puis le côté, j'ai pas le terme francophone, tu vas peut-être être capable de m'aider, mais le côté lo-fi, le côté un peu Ah, c'est belle minimaliste idée. de la Ouais. musique, ça fait-tu partie prenante du métal noir québécois ou ça dépend juste de certains groupes? C'est vraiment une grosse question. D'ailleurs, je vais parler d'un autre, un autre anecdote de ma thèse Prends par ton rapport temps. à ça. J'avais dans ma tête, moi aussi, c'était lo-fi du black metal. Puis quand tu fais des entrevues, habituellement là, ethnographiques, on va dire, il faut toujours que tu partes avec le moins d'a priori possible. Puis tu essaies vraiment de laisser les gens dire les choses et non apposer tes propres conceptions. Parce que sinon, c'est comme si tu détournais le message de la personne, tu sais. Là, c'est là que j'avais dit oui, donc votre son, c'est votre son de musique à vous, tel groupe, c'est vraiment lo-fi. Puis la personne, elle m'avait regardé, puis elle m'a dit, ben non, c'est pas tant lo-fi que ça. OK. Là, je m'étais dit, oh, OK. J'ai apposé quelque chose que j'aurais pas dû, mais là, j'ai dit, ben, OK, ben, c'est quoi d'abord? Là, la personne, qu'est-ce que c'est? Attends un petit peu. Là, on m'avait dit, ben, c'est pas du lo-fi, c'est pas du hi-fi. C'est comme du lo-fi avec de la définition. Là, j'avais fait, wow, OK, attends un petit peu, là, on vient de donner deux choses qui se peuvent pas. Je peux pas faire du lo-fi avec de la définition. Mais avec ces éléments-là, j'avais commencé à reconstruire un peu ma vision du black metal, puis à essayer de voir, ben, si c'est pas du lo-fi, puis si c'est pas du hi-fi, qu'est-ce que c'est? Fait que là, je m'étais amusée à j'ai créé le terme mid-fi. J'ai vraiment fait des analyses en studio avec le technicien sonore du laboratoire en création numérique de l'Université Laval. On avait écouté du black metal pendant peut-être 20 heures de temps ensemble. Puis on avait essayé de définir qu'est-ce que c'est le lo-fi dans le black metal, puis qu'est-ce que c'est le hi-fi. Comment ça sonne et comment on peut le voir, parce qu'on peut voir ça en utilisant des spectrogrammes, en utilisant des analyses puis analyser la Wow. fréquence. Et qu'est-ce que j'avais réalisé en fait, c'est que j'avais parlé beaucoup aussi aux gens de la scène, euh, c'est que eux, en fait, faire du lo-fi pour eux, donc lo-fi genre Dark Throne, Transylvanian Hunger, Ouais, qui est Ouais. très très lo-fi là. Ça effectivement. c'est
le son est très étouffé, la voix est tout petite, on l'entend pas vraiment, on n'est pas capable de distinguer trop s'il y a de la bass ou pas. La batterie est peut-être là, mais elle est peut-être pas là non plus. Hein? Ouais, C'est mais les très... Tout méthodes d'enregistrement, c'était exact. voulu, là. Puis là, Oui, c'était on tout tourne voulu. avec C'était fait pour un ça. radio jouet, là. Oui. Mais ça, c'était une esthétique, c'était le son du début des années 90. Et ça a été repris vraiment beaucoup. Oui. Et c'était ça qui faisait qu'un groupe était considéré comme étant très authentique aussi. Ça allait Mm. avec. Plus que tu faisais quelque chose de crade, plus que tu étais un vrai. Et là, il y a eu d'autres groupes qui sont arrivés et qui ont commencé à faire de la musique super bien produite. Cradle of Filth, Dimmu Borgir sont arrivés puis ils ont fait quelque chose de wow, t'écoutais ça puis tu faisais hein, on entend tout. Si je peux me Mais là, permettre, le premier ouais, album de Emperor, Lo-Fi, le deuxième, ouais, autre très... chose. C'est ça. Mais là, excusez-moi, mais là, ce qui s'est passé, c'est que ces groupes-là qui ont commencé à produire une musique vraiment léchée, ils ont perdu un petit peu en authenticité dans le processus. Puis ils ont commencé à se faire appeler des vendus parce que leur musique était pas mal plus facile d'accès aux personnes qui étaient pas nécessairement, qui connaissaient pas tant les codes du black metal. Et en même temps, ben, avec l'arrivée des home studios, les gens ont commencé à pouvoir faire du lo-fi chez eux super facilement. Mais faire du lo-fi, du vrai lo-fi bien produit, ça paraît bizarre de dire ça comme ça, c'est pas évident. Bien mal produit. C'est ça, il y a des manières d'y arriver. Donc, à un moment donné, les gens se sont comme un peu. Ils étaient comme, OK, oui, faire du lo-fi, c'est beau, là, on l'a vu, on sait c'est quoi. Faire du hi-fi, ben là, tu perds tout. Tu perds l'aspect satanique de la chose, tu perds l'aspect ésotérique, l'aspect crade, underground. Donc, pourquoi pas aller entre les deux? Ah, on va aller prendre un peu du fait que tu n'entends pas trop la voix, être un peu en arrière. Tu n'es pas trop capable des fois de distinguer la bass, mais elle est là quand même. Pourquoi on prend pas un peu de ces éléments de lo-fi, mais qu'on rajoute pas un peu de définition en arrière là, pour que ça soit écoutable un peu. Bref, j'avais. Donc, je m'étais amusée avec le technicien sonore. On avait fait. On avait écouté énormément d'albums, puis on avait vraiment pu définir le lo-fi, le hi-fi, puis au milieu, effectivement, les groupes de métal noir québécois étaient beaucoup plus mid-fi, comme le terme que j'avais choisi d'utiliser. Donc, ouais. Fait que t'as inventé un terme, puis tu l'as prouvé que ça existait scientifiquement. Mais c'est pas juste, en fait, c'est que c'est pas juste le métal noir québécois qui a fait ça. C'est plein d'autres groupes aussi. Je veux dire, c'est juste un son qui a commencé à être de plus en plus utilisé, mais j'ai utilisé le métal noir québécois pour le démontrer. La plupart des groupes de black metal aujourd'hui vont aller vers un son comme ça pour garder l'espèce de côté primitif qu'ils veulent aller chercher, mais ils veulent pas non plus que ça sonne comme enregistré dans le 4e sous-sol. Là, non. Il faut que ça soit écoutable un peu. Là. Non, puis c'est normal aussi. En quelque part, on parlait de pérennité au début avec ma question. Puis si un genre ou un sous-genre musical veut continuer d'exister, tu n'as pas le choix d'évoluer parce que sinon, tu fais juste un remix d'un remix. Puis exact, ça revient tout le temps. Fait qu'ils n'ont pas eu. Au niveau artistique, tu n'as pas le choix à un moment donné de trouver des nouvelles affaires si tu veux progresser. Sinon, ben, tu stagnes. Puis on en connaît tous là, des groupes qui ont 40 ans de carrière maintenant que tu fais. Ça sonne là comme ça sonnait en 60. Puis, oui! il y a du public qui aime ça, mais est-ce qu'on peut dire vraiment que ces bandes-là artistiquement évoluent, puis est-ce que c'est vraiment satisfaisant pour l'artiste? Je suis très d'accord. C'est ça, là, fait que c'est sûr qu'il y a tout le temps des puristes, là, comme on disait, le black metal, c'est très élitiste, là, fait qu'il y a tout le temps des puristes. Ouais. Si ça sonne pas comme ça avait été enregistré dans une grotte, c'est pas du black metal, mais si tu aimes ton genre musical puis tu veux qu'il perdure, t'as pas le choix de t'ouvrir en quelque part aussi. Exact. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que j'avais... Désolée. Non, j'allais dire, qu'est-ce que je trouve... je change un peu de sujet. Qu'est-ce que je trouve aussi intéressant du sous-genre, c'est que le respect, c'est comme en France, les tripeux de black metal
un énorme respect pour les groupes comme Forteresse, Brume d'automne, m'en appelle pas. Puis j'ai une anecdote que moi j'étais pendant pas longtemps, mais pendant un petit bout, j'étais dans une équipe qui s'appelait Horns Up. Puis il y avait des membres de l'équipe qui se préparaient à interviewer Forteresse. Wow. Et je te jure, les gars se sont préparés 10 fois plus et ils me consultaient et ils étaient stressés à interviewer Forteresse. Pas à cause que les gars avaient de mauvaise réputation, mais juste parce que l'aura que ça dégage. Et puis Metallica, là, c'était comme bon, on va interviewer Lars Ulrich, on va lui poser telle et telle et telle question, voilà, merci, bonsoir. Mais Forteresse, oh boy, là, faut se préparer. Hey, là, je vais aller lire ses Patriotes, je vais aller. Il y a vraiment une aura autour. Oui, exactement. Moi, j'avais, juste pour vous mentionner un peu à vous deux comment j'ai réussi à rentrer dans la scène, parce que c'est quand même c'est intéressant à savoir, là. Mhm. Parce qu'en fait, j'ai fait peut-être une vingtaine d'entrevues. Des fois, il y a des groupes que j'ai rencontrés 2 fois. Forteresse, je les ai rencontrés 2 fois. Euh, Puis je restais en contact avec eux durant ma thèse pour être sûr que j'avais bien compris, tu sais, ce que je voulais passer comme message. Mais ces gens-là, je veux dire, il y a tellement de possibilités de mal comprendre leur message puis de déformer ce qu'ils disent ils rencontrent pas n'importe qui, là. Ils choisissent. Ok. Ils font attention, puis c'est correct, je veux dire. Euh, Puis moi, au début, j'avais pas vraiment. Je connaissais le black metal, mais j'avais pas d'entrée dans la scène. Les gens savaient pas j'étais qui, là. Puis ça, c'est super délicat parce que si t'arrives, puis tu te présentes à quelqu'un dans un show, puis tu dis, hey, je fais une thèse sur toi, je veux te parler. Wow, c'est un petit peu intimidant. Ça se peut que la personne le prenne bien, mais ça se peut qu'elle dise, t'es qui toi? Tu connais-tu vraiment ça, le black metal? Tu vas-tu tout déformer ce que je veux dire? C'est quoi tes intentions derrière tout ça? Comprends-tu ce que je fais vraiment? Fait que moi, j'avais décidé d'y aller de manière très progressive. Avec le recul, wow, je me suis vraiment donné, là, mais ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé par aller à des shows pour que les gens me voient, les shows de black metal. Puis j'avais vu que je connaissais pas beaucoup les gens de cette scène-là parce que la scène de Death et la scène de black metal, c'est pas nécessairement les mêmes personnes. Hein? Puis j'avais plus de gens que je connaissais dans la scène de Death. Donc, j'arrivais dans la scène de black metal en connaissant pas vraiment le monde. Mhm. Et je me disais, OK, là, il faut ce soir que je parle à du monde, à différentes personnes. Il faut que je spot qui semble avoir un certain statut. Parce que c'est des portes d'entrée, ça. Ça Mhm. s'appelle les gatekeepers. Oui. Il faut que tu spottes la bonne personne. Je spottais, ah, OK. Fait que là, je commençais à parler à du monde. Puis, à un moment donné, j'avais commencé à parler avec quelqu'un qui était journaliste pour Onde Choc. Et j'ai continué à jaser avec quand même pas mal. C'est devenu un ami. Puis, après un certain temps qu'on se voyait au show, puis tout, j'ai dit, hey, j'ai un projet à te parler. Parce que Oh. là, il avait vu que je connaissais la musique, que je suis musicienne aussi, que je veux dire, que j'aimais ce que j'entendais. J'ai dit, ah, OK, un projet, c'est quoi? Fait que j'ai dit, ben, je fais ma thèse de doctorat sur le métal noir québécois. C'est bien hot. Ben oui, c'est bien. Et tu pourrais m'aider à me plugger avec des groupes, puis j'aimerais ça t'avoir en entrevue aussi. Fait que oui, OK, je vais t'aider. Il me présente Nordette Brune d'Automne. Fait que j'ai mon entrevue avec Nordet. Puis après ça, ça s'est parlé. Un s'est parlé à l'autre. Hey, j'ai rencontré une fille qui fait sa thèse de black metal, sur le black metal, sur le métal noir québécois. Ah, c'est donc ben hot. OK, tout le monde s'en parle. Mhm. Et puis là, c'était rendu que quand j'en parlais à quelqu'un que je voulais le rencontrer en entrevue, il me dit, ah, cool, c'est donc ben le fun que tu me le demandes. J'espérais que tu viennes me voir. J'étais comme, OK. Fait que, tu sais, ça a bien fonctionné. Cette approche-là a bien fonctionné. Mhm. Plutôt que d'arriver avec tes gros sabots puis t'imposer dans la scène puis dire moi j'ai le statut, je connais le black metal. Il faut que tu Non. prouves. Puis tu sais, le métal, c'est tellement ça. Puis le fameux classique, là, quand tu es une fille puis tu as un T-shirt, nomme-moi 3 tonnes. Mais Ah. c'est ça pareil, tu sais, quand que tu veux aller où ce que toi t'es allé, tu n'as pas le choix de montrer que
t'es une vraie fan, une vraie participante à la scène, en quelque part, là. Fait que c'est fascinant. Ouais. Moi, ça, ça Oui. me fascine parce que Dieu sait, oui, c'est effectivement vraiment de la job là, de aller à autant de shows. Mais bon, tu sais, comme tu dis, à l'époque, on ferait peut-être pas ça à 35. Là. Moi, je ferais pas ça présentement, là, mais à 20 ans, tu avais à Ah, j'ai pas l'université fait ça à 20 ans, là. l'énergie. J'ai Ah, fait pas ça vrai, autour de... Non, j'ai fait ça autour de plus vieux. 30 ans, là. Ah, OK. mon Dieu. Trentaine, ouais. Mais OK, c'est encore plus tough parce que il me semble que depuis que j'ai pogné 30, aller à des shows à répétition, je fais comme, ah, Mais je trouve ça je suis intéressant, cette désolée. discussion-là, parce que même moi, tu sais, je contacte des groupes, puis il y a beaucoup de groupes très, très, très connus que je nommerai pas, qui ont démontré de l'intérêt tout de suite, mais des groupes, mettons, on va dire middle level ou qui émergents, il y a beaucoup de groupes qui me regardaient de haut en voulant dire, t'es qui, toi, l'humoriste? T'es un humoriste, là, tu veux parler de métal, là, c'est quoi, là, tu penses que Metallica, tu penses que Nickelback, c'est un band heavy metal, toi, là? Fait que, il y a Oh. toutes sortes de préjugés pour toutes sortes de... tu sais, comme Véro disait, Ouais. là, une femme qui se met des fois là-dedans, nomme-moi 3 groupes là, de ton t-shirt, là, ça en a un autre méchant gros préjugé aussi. Là. Pas le droit de Exactement. nommer 3 tonnes de ton t-shirt, excusez-moi. Ouais. Ben, c'est une autre chose qui m'est arrivée, c'est quand je suis allée en Norvège en 2014, c'était pour participer à un colloque. OK? Art of Music Production. C'était à l'université d'Oslo. C'était vraiment cool. Puis pendant que j'étais à ce colloque-là, il y a un groupe de black metal qui a joué Talkie. Donc, Talkie jouait à Oslo. C'était comme extraordinaire, une opportunité là, d'aller les voir. Excuse-moi de te couper, quand tu Puis, dis Taake, c'est Taake, c'est ça, hein? ouais, Ok, je savais pas comment que ça se exact. prononçait, c'est beau, je voulais être sûr. Ouais, je comprends. Tac. Ouais, c'est ça. Même ma prononciation en norvégien est pas optimale, là, mais bon, à peu près Talkie, faut dire. Et là, j'avais un ami qui m'avait mis en contact avec un de ses amis qui allait être au show. Et je m'étais rendue là. Et on savait pas. Je savais que lui aussi il faisait son doctorat dans une autre discipline que la mienne. Mais lui, il savait pas que je travaillais sur la musique métal. En fait, j'étais arrivée là et tu sais, en voyage, t'amènes les vêtements que tu peux. Et là, mon chandail de forteresse que j'avais n'était plus en état de pouvoir aller j'étais plus en état de mettre ce chandail-là une autre fois. Donc, j'avais pris ce qui me restait, c'est-à-dire un chandail de Opeth, qui est quand même un groupe de dettes, pseudo-dettes maintenant, là, De roche. suédois. Donc, on était à côté là, du black metal, puis c'était pas trop la même scène, mais j'avais ça qui était propre. Et là, il me regarde arriver avec mon chandail de pète, puis là, le jugement était là. Mais qu'est-ce qu'elle fait là avec son chandail, elle? Ah, c'est ça. Opeth, c'est ce qu'on disait au secondaire, c'est les groupes de filles gothiques avec, mettons, Nightwish puis Cradle of Filth. Un peu. Puis, c'est J'aime ça. beaucoup Opeth quand même. Oh, Ben moi oui, aussi. Euh, et là, il me demande, bon, ok, ouais, tu sais, c'est quoi ta thèse? Parce que bon, en faisant sa thèse, il voulait savoir c'était quoi la mienne. Fait que là, je travaille sur le black metal, toute l'idéologie en lien avec le black metal. Et là, tout de suite, là, il m'a regardé et il m'a dit, comment est-ce que tu peux oser parler de quelque chose à des gens qui le méritent pas? De prendre notre scène puis de la déformer. Et là, Ah, j'étais mal, évidemment, là, imagine je me sentais tellement mal, c'était épouvantable, le show commençait, puis je me faisais tomber sur la tête absolument rien par quelqu'un qui me connaissait pas, en fait. Et là, ben, le groupe commence enfin à jouer, puis c'était une de mes chansons préférées, et là, j'étais dedans, puis j'étais comme, oh yeah, oh, c'est ma tune préférée, puis là, le gars, complètement surpris, il me regarde, il dit, hein, t'aimes vraiment ça? Ben, ouais. Oui, j'aime ça. Il me dit, OK, c'est quoi le titre de la toune? J'étais comme, ah! ben, c'est Northbundet, tu sauras. J'ai été capable de donner le titre parce que c'était ma toune préférée. Mais C'est pas le dans ton stress, langage en plus, là, tu sais. le stress que j'ai vécu à ce moment-là, puis c'est une toune en norvégien, là, give me a break, tu sais. Mhm. Ouais. Mais pour dire, c'est souvent ça, là, que tu peux vivre Ouais, je comprends. Puis, en tant que tu sais, femme, puis ouais. ben, c'est ça, parce qu'on peut pas le dissocier, puis tu sais, sans tomber dans les débats de société et compagnie.
c'est vrai qu'il y a de la misogynie, là, veut pas, dans la scène, parce que souvent, justement, moi, j'ai jamais rencontré mon chum, des fois, il met de mes t-shirts à moi, il a aucune idée. Il serait pas capable de nommer 3 tonnes, là, mais jamais qu'il va se le faire demander, tu sais. Fait que Ah, c'est sûr et certain, il y en a, on le sait, on vit avec. Mais c'est plate après ça que toi, dans tes circonstances où ce que tu fais un travail, puis tu veux faire quelque chose d'exhaustif, tu veux bien représenter quelque chose qui te passionne, puis tu te fais regarder de haut par des gens qui, en bout de ligne, peut-être qui en savent moins que toi. Mais juste parce que tu n'as pas le bon t-shirt mm, puis que tu es une Ouais. femme, en bout de ligne. Là. exact. Mais bon, Et- ça fait une bonne histoire à raconter. Puis après ça, le gars a été super gentil avec moi le reste de la soirée. Hein? Oh. Bon. Mais, T'avais fait ta preuve. Oui, j'avais parti le test du feu, là. mais tu sais, Ah. une partie de ce problème-là aussi relève du fait qu'on maintenant on peut s'acheter un chandail de Motorhead au tic géant, fait que Oui. c'est pas tout le temps des fans qui vont acheter ce chandail-là, mais c'est niaiseux non. quand même, là. À la limite, ça fait de la pub gratuite, là. C'est pas grave si la personne n'aime pas ça. Tant qu'à être un peu dans un sujet un peu plus controversé, une affaire qui doit vraiment déranger les bandes de métal noir québécois, c'est parce que, tu sais, quand on parle black metal, les questions clichés de toutes les controverses qu'il y a eu autour d'un band comme Mayhem, le gars de Burzum, puis le NSBM, j'imagine que c'est des sujets qui doivent détester jaser parce que, tu sais, si je fais un parallèle, mes aïeux locaux se font jamais accuser de racisme, alors pourquoi qu'une musique qui a sensiblement les mêmes thèmes, mais juste que il y a de la distorsion au lieu Une d'être... sonorité différente. ouais. Ben, c'est une question qui est vraiment énormément c'est pas simple à répondre, là, mais si on parle musicalement, là, ben, parce que c'est une musique, le black metal, est compris comme étant une musique qui est compris comme étant agressive Mhm. par les gens, ben, même par les gens qui écoutent du black metal puis qui aiment ça, là. Mais souvent, les gens, les personnes peut-être de l'extérieur vont avoir tendance à faire le raccourci que si c'est agressif musicalement, ça veut dire que c'est extrémiste dans les propos. Mhm. C'est vrai que c'est un C'est pas raccourci. nécessairement vrai. Ben, c'est ça quand même qui se passe. Les gens font ce raccourci-là. Et pourtant, des fois, tu lis les paroles de Forteresse, puis c'est une ode à la magie, à la beauté de l'automne et de la forêt. Mais il crie sa beauté. Hein? C'est juste une autre manière de le dire. Il y a Tu l'amour sais, l'amour oui, agressif. ouais, mais si tu prenais une chanson de Céline Dion, puis tu mettais une grosse voix growl dessus, là, ça se Ben, pourrait que c'est les gens ils pareil. pensent que c'est super agressif aussi quand dans les propos, là. Parce Fait que, que, ouais. ben, qu'est-ce que j'allais dire, c'est que la musique, les paroles, tu sais, c'est comme moi, je me suis donné l'étiquette de l'humoriste le plus trash du Québec. Les jokes que je fais, c'est pas ça qui fait de moi, ma personne en tant que telle. Je veux Non. dire, c'est pas la thématique des groupes qui est importante, il faut regarder, c'est les actions. L'exemple Oui. que je donne tout le temps, John Lennon, dans 2 entrevues, a avoué qu'il battait les femmes. Dans une des entrevues, il trouvait ça drôle le bruit il disait qu'il trouvait ça drôle le bruit qu'une femme faisait quand on la battait. Fait que tu sais, puis tu t'entendras jamais du monde. Peace a chance. C'est ça, tu n'entendras jamais le monde aujourd'hui bâcher les Beatles pour ça, alors que des musiques qui sont simplement agressives. Alice Cooper a eu Puis, énormément de problèmes dans sa carrière à cause de son visuel, mais c'est le gars le plus gentil au monde, là. puis tant qu'à être Ouais. dans justement cette étiquette-là qui est plus négative, toi, dans ton métier en musicologie, est-ce que ça t'a apporté des perceptions négatives de par des collègues de spécialiser, si on veut, dans ta thèse, dans Bonne cette question. musique-là? Ouais, ben oui. 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 Ça m'a. Je veux dire, je me souviens à un moment donné, j'étais allée à un colloque. Je pense que celui-là, il était en Ontario, Alberta, je m'en souviens pas. Au Canada. Quand tu es dans un colloque, souvent, tu rencontres vraiment plein de monde que. dans- C'était un colloque, en fait, sur la musique populaire. Donc, c'était euh, l'Association for
l'IASPM, International Association for the Study of Popular Music. Bon, je vais l'avoir. Et là, je rencontrais plein de gens qui travaillaient sur la musique populaire dans différentes disciplines. Donc, ça peut être en sociologie, en philosophie. Moi, j'étais en musicologie. Puis on travaille sur toutes les musiques qui sont qualifiées de musique populaire. Donc, c'est-à-dire la musique enregistrée. Ah, on fait l'opposition avec la musique classique en feuille, là. Bon, OK. juste faire cette nuance-là, là. Je ne parle pas de Madonna quand je dis musique populaire. Je parle de toute la musique enregistrée. Et là, j'étais avec ces gens-là, des Popular Music Studies, si on veut. Et là, souvent, on va s'intégrer dans des conversations, puis on présente un peu sur quoi qu'on travaille. Puis là, je commence à parler avec une madame, puis là, je lui demande sur quoi qu'elle travaillait. Je me souviens pas, mais mettons qu'elle travaillait sur David Bowie, ça aurait pu. C'est possible. Et là, elle me demande sur quoi je travaille. J'ai dit, je travaille sur le I'm working on black metal. Et là, le visage a changé, son regard a changé, puis en fait, elle s'est juste tournée, puis elle est partie. Voyons donc. Ah. Fait que oui, ça donnait des choses comme ça, mais c'était rare, là. Ça, c'est dans dans les expériences les plus extrêmes que j'ai eues. Habituellement, les gens sont quand même intéressés parce qu'ils font comment, waouh, je connais pas ça tant, peux-tu m'en parler un peu plus? C'est le bon moment pour déconstruire des préjugés. Fait que souvent, c'est ça que je fais. C'est ça que j'ai fait De beaucoup. manière générale, c'est plus ouvert que Oui, fermé ben tout à là, à fait. ça. Ben, tu sais, souvent, parce que habituellement, les personnes qui vont en Popular Music Studies, dans l'étude des musiques populaires, sont à la base un peu plus intéressés par ce qui est différent. Dans le sens ils vont vouloir comprendre un peu plus comment la musique fonctionne dans le cadre d'une culture, d'un mouvement politique, d'une société spécifique. Fait que il y a quand même une certaine ouverture d'esprit là, à vouloir en savoir plus sur un style moins connu. Là. C'est. Ce que je voulais dire, j'ai une question musicologie pour toi. Ouais, Sam je vais essayer de Dunn, répondre comme je peux. Metal Headbanger, le gars qui a fait Oui. Metal Headbanger Ah, Journey, ouais. a décrit le black metal comme le style de musique contemporain extrême, on va dire, qui se rapproche le plus de la musique classique. OK. Es-tu d'accord avec cette affirmation-là? Ou c'est trop compliqué ou trop simpliste comme Non, question? Vite non, de je suis même, là. capable de répondre, là. Je suis capable de répondre, là. C'est juste que oui puis non. Je vais répondre oui puis non parce que c'est quel black metal en premier? Mm. De Hmm. quel black metal on parle? Parce que si on parle de Forteresse, je dirais non. Parce que Forteresse, c'est pas, c'est quelle musique classique aussi qu'on parle? Ben lui il disait c'est vrai. Wagner, là. Bon, OK. Absolument. Ben, encore une fois, ça dépend des groupes. Si on parle de Dimmu Borgir, puis un de ses albums d'un de leurs albums qu'ils ont fait avec un orchestre, je dirais oui. Ok. Parce que là, mais encore là, qu'est-ce qui. Tu sais, j'avais fait mon premier, on va dire, travail en lien avec la musique métal. C'était où est-ce que j'ai comparé, j'ai été voir le groupe Therion qui avait été, qui avait été qualifié de wagnérien. J'ai été voir à quel point est-ce que Therion est vraiment inspiré, c'est vraiment inspiré de Wagner, à quel point est-ce qu'on peut le qualifier de wagnérien. C'est un peu la même chose avec Sam Dunn qui dit que le black metal, Mhm. ça ressemble à de la musique classique. Puis en fait, ça ressemble à de la musique classique dans la mesure où c'est très élitiste aussi. Donc, c'est une musique souvent qui s'adresse à des personnes, des connaisseurs, tu sais, Mhm. qui savent quoi écouter. Souvent, c'est une musique qui peut traiter de thèmes mythologiques un peu, les nains qui forgent un anneau. Wagner a parlé de ça un peu, pas beaucoup. Ça peut, les voix classiques, donc énormément d'utilisation d'opéra, la virtuosité, quand on parle de quelque chose de une musique extrêmement puissante, virtuose. Ça peut être mais tout ça, c'est pas en lien avec les riffs qui sont utilisés dans la musique métal. Souvent, leurs riffs sont, à part si on parle du death technique, là, souvent les riffs
dans le black, on va dire, puis même dans la musique d'Ethereum que j'avais analysée dans ce contexte-là, c'était super simple. Très, très, très simple. 4, 5 notes, et tout. On n'était pas du tout dans les grosses notes chromatiques, dans les grosses gammes chromatiques avec des trucs super complexes, des changements de tonalité éclatés. On n'était pas là du tout, du tout, du tout. Fait que, tu sais, c'est classique, c'est inspiré de la musique de Wagner ou de la musique romantique, de la musique classique, mais jusqu'à un certain point, Je en comprends. regardant des paramètres hyper précis, là. Moi, je pense que des affirmations comme ça se base plus sur des concepts abstraits comme la vibe que ça donne, Ouais, là. puis C'est plus que Exact. la La théorie puissance que ça musicale. dégage. La ben, puissance que Ben, ça c'est ça. dégage. lui, sa job, c'est de décrire le style de musique en le moins de mots possible. Fait que c'est plus ça que d'arriver à une description exacte. C'est plus pour donner une image dans la tête du monde quand il dit ça. Mais Exact. moi, ce que je Tout à trouve fait. intéressant, c'est que depuis le début, tu as parlé souvent de musique classique. Toi, tu es en arrivé à la musicologie. Est-ce que tu as étudié, ben, tu disais aussi que tu faisais de la musique. Est-ce que tu as étudié la musique classique ou c'est passé une passion que tu as eue aussi parallèle avec Euh, le métal? j'ai commencé à jouer du piano quand j'avais 7 ans. Donc, j'ai appris le piano classique. Oui. Puis ma mère, je veux dire, elle a écouté de la musique classique pendant toute mon enfance. Je baignais dans ça, là. Puis j'ai joué énormément de musique aussi au secondaire. J'ai appris la flûte traversière, la clarinette, le saxophone. J'ai un peu mis ça tout de côté quand je suis arrivée au cégep, là, parce que fallait que j'apprenne un vrai métier. Hein? C'est important de travailler, de faire les vraies affaires. Mhm. Mais ça m'a ramené. La musique est venue me rechercher. Puis là, ben, j'ai commencé à chanter, à faire du chant classique début vingtaine. J'étais très dans une grosse, grosse phase gothique à ce moment-là. Donc, tu sais, les groupes avaient énormément de chanteuses avec des voix lyriques. Donc, C'était la mode je aussi suis pendant une période, là. Theater of désolée. Fait que là, Tragedy. ouais, exact. Nightwish, After Forever, Name It, il était pas mal là. Donc, j'avais pris des cours de chant classique, puis la professeure de chant que j'avais à l'époque, elle me dit, ah, ben, tu sais, si t'aimes vraiment ça, tu pourrais peut-être essayer de rentrer au cégep en chant. Je pouvais pas rentrer à l'université parce qu'il me manquait un bagage théorique, là, un petit peu. Fait que j'étais rentrée au cégep en chant. J'ai fait mon université aussi en chant classique. À ce moment-là, j'avais commencé à jouer dans un groupe de musique métal qui n'a jamais en disqué, là. Et on n'avait même pas de nom, en fait. On n'était pas rendu là dans notre, dans notre développement. On avait quelques tunes, là, puis l'an passé, en fait, j'ai pas pu continuer dans le groupe parce que je me suis pété les oreilles solidement. Ça m'a vraiment freiné beaucoup là, dans ma pratique musicale. J'ai commencé à souffrir d'hyperacousie, donc c'est par sensibilité au son. Mhm. Euh, donc, puis j'avais beaucoup, beaucoup d'acouphènes, ça c'est le tintement, le sifflement aigu dans les oreilles. Donc, ça a vraiment mis un gros frein à ma pratique musicale, mais à ma vie aussi au complet, parce que tous les sons me faisaient mal. Ah. C'était très, très, très difficile. Fait qu'il a fallu que je fasse un bon deuil par rapport à la musique, puis à toutes les soirées avec mes amis, parce que dès qu'il y avait 5 personnes qui parlaient en même temps, je souffrais le martyre. Donc, ouais, ça n'a pas été un moment le fun. Mais j'aime tellement la musique que je n'étais pas capable de juste décider de passer à d'autres choses dans ma vie, puis de dire, bon, ben, de toute évidence, je peux plus en faire, fait que je veux juste arrêter. Donc, j'ai décidé d'aller vers la recherche en musique. Pourquoi pas? Fait que je pouvais faire mes petites analyses, mettre le niveau sonore que je voulais quand j'écoutais ma musique, si je voulais, souvent très pas fort, faire mes affaires à mon rythme, sans me sentir comme mal parce que je suis pas assez rapide ou me sentir jugée ou tu sais, faire mes trucs. Parallèlement à ça, j'ai fait énormément de sensibilisation auprès des musiciens, puis la santé auditive, mais c'est un autre sujet, là, mais Parler. j'ai travaillé beaucoup dans ce domaine-là, là. Mais c'est ça qui m'a amené à l'analyse de la musique. Puis à la base, je veux dire, j'adorais ça aussi, parler d'histoire de la musique. Mais j'avais aucune idée que c'était possible aussi de analyser de la musique métal. Genre,
travailler sur le plan universitaire puis faire ça. Mhm. Mais c'est possible, je veux dire. Il y en a qui travaillent sur l'aspect comique des opéras de Mozart, puis ils sont capables de faire quelque chose de tout à fait sérieux. Donc, je veux dire, t'es capable. C'est ce que tu dis du style musical ou du courant que t'analyses qui fait que c'est pris au sérieux ou pas. Comment tu dis? Bref. Ouais, c'est pas d'un choix de carrière. Quand on est au secondaire, là, d'un cours de choix de carrière, ils nous en parlent pas, mais d'où Non. l'importance, je pense, de mentionner aussi que c'est possible de faire quelque chose quand tu as une passion, peu importe ce que c'est. Puis là, dans ton cas, c'était la musique en général. Puis il y a plus qu'une avenue dans une passion. Puis malheureusement, des fois, il arrive qu'on peut pas faire pour une raison ou une autre ce qu'on avait comme première idée. Mais c'est vraiment passionnant parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui savent que ça existe, la musicologie, puis l'étude de la musique. Puis Non, exact. Et je veux dire, non plus, c'est pas non plus la manne là, pour ce qui est des opportunités d'emploi par après, là. C'est pas non. évident, là. Juste parler du domaine universitaire, se placer comme professeur, parce qu'en fait, quand tu étudies en musicologie, la voie naturelle est de devenir C'est professeur enseignant. de musicologie à l'université. Mais juste postuler pour être professeur, c'est vraiment du travail, là. C'est pas, c'est vraiment des grosses candidatures que tu montes à toutes les fois. C'est des 40 à 50 pages, des gros dossiers. Puis tu postules, tu t'attends à postuler un peu partout dans le monde. Donc, possiblement de ne pas rester proche de ta famille, de devoir aller ailleurs. Que ton chum, ta blonde, tes enfants aillent à te suivre. Ou pas. Surprise! Mhm. Euh, et tu sais, c'est aussi la froideur du processus, tu sais. Moi, j'ai appliqué là, à des dizaines et des dizaines de postes, là, puis c'est rare que j'avais des accusés réception ou juste dire, hey, finalement, on t'a pas choisi. Hey, je m'en doute, là, ça fait 1 an que j'ai postulé, mais merci de me le Ouais. dire quand même, tu sais. J'ai eu une entrevue dans toutes les postes que j'ai postulés, donc c'est extrêmement c'est un peu démotivant, là. Quand tu es dans le processus, là, je vais dire franchement, faut être fait solide, là. Fait entre faire les recherches pour ta thèse puis la réalité sur le marché du travail, il y a quand même une Ah, bonne complètement. différence, là. Oh oui, c'est pas non plus impossible là, d'avoir un poste, là. C'est juste qu'il faut pas s'attendre d'en avoir un absolument. On te dépose la tête, puis quelqu'un te court après pour t'engager, là. Ça peut arriver, là, mais c'est plutôt rare, là. Habituellement, il faut faire des post-doctorats. Moi, j'en ai fait un. Mais des fois, tu peux en faire comme tu veux, des post-doctorats, là. C'est comme des recherches après ton doctorat qui sont financées soit par OK. l'université ou un organisme subventionnaire. Puis, il y en a qui en font 3, puis 4 post-doctorats, mais je pense que là, c'est une épreuve de jusqu'où tu es capable de tenir avant de te casser. Mais Parce que, Mais, mais malgré tout ça, parce que tu sais, ce que j'entends, c'est effectivement que c'est difficile, puis je pense que pour toi, c'est difficile aussi. Est-ce que malgré tout ça, tu es fier de ce que tu as accompli, tu ah, sais, tout à fait. dans ta carrière, puis dans tes recherches, puis tout ça, tu es Tout à fait, là. satisfait? Je veux dire, là, OK, ça sera pas une surprise pour personne que je dise que je suis pas professeur de musicologie à l'heure où on se parle. Peut-être que je le serai un jour, mais bon, c'est pas nécessairement ce que je recherche présentement. Euh, mais oui, je suis super fière de ce que j'ai accompli, puis je veux continuer à faire de la recherche, c'est certain. Présentement, c'est pas. Je suis très, très impliquée dans un organisme sans but lucratif qui s'appelle la Société québécoise de recherche en musique. On travaille pour faire la promotion de la recherche en musique au Québec. Donc, je suis présidente de l'organisme. Puis, c'est sûr que là, ça me prend vraiment beaucoup de temps, là, gérer cet organisme-là, mais c'est c'est sûr que dès que, dès que mes obligations de présidente vont être moins urgentes ou moins Prenant. présentes, je vais, mais je vais.
continuer à faire de la recherche, là, c'est sûr, sûr, sûr. Une question qui me brûle les lèvres depuis tantôt, c'est comme ta Oh, thèse de doctorat, tu pourrais-tu la publier sous forme de livre, puis bien sûr, je pourrais, mais on publie rarement une thèse de doctorat, genre, telle quelle, sous forme de livre, là. mais parce que Euh, parce qu'une pas affaire qui vendable, là. arrive avec les ouais, mais attends pas, les fans de heavy metal, les fans de metal en général, ils achètent de tout. Ouais. Tu sais, j'ai interviewé Annick Giroux, je sais pas si tu la connais, voyons, Cauchemar. Cauchemar et tonnerre, merci. Puis elle a sorti un livre de cuisine axé heavy metal. Puis à cause de ça l'a amené à se faire interviewer par Howard Stern. Ça l'a interviewé. Puis je pense qu'elle en a vendu au-dessus de 10 000 de son livre. Tu sais, c'est sûr que c'est pas la grosse affaire puis tout, mais un fan de métal aime ça acheter des affaires. Puis moi, je vois un livre sur le métal noir québécois, il me semble que je ferais OK. Oh, oui, c'est certain que je veux la transformer en livre. OK, Mais c'est ça le mot magique, c'est transformer. transformé. Parce Ouais, je qu'un comprends. un livre de cuisine, c'est assez quand même à la base accessible, là, Straightforward, même là, si c'est ça. c'est en lien avec la musique métal, ça demeure accessible. Moi, ma thèse, là, je veux dire, il y a 100 pages au début de ma thèse que c'est, je parle de mon cadre théorique, puis de ma méthode, puis Ouais. Ah, je comprends. La méthodologie et compagnie. la revue de littérature, on peut-tu skipper ce bout-là, là? Je veux Mhm. dire, le monde, ils veulent pas le savoir, ça, ou très peu. Comme Fait que, au début du il y Seigneur a- des Anneaux, quand il parle trop longtemps des hobbits. là. c'est ça! Tu sais, puis je veux dire, c'est très académique, là, tu sais, c'est rigoureux, puis je veux dire, si je veux dire, le transformer en livre, il y a des choses que je vais skipper, là, que je parlerai pas du tout non plus, qui sont en lien avec la recherche, que je vais faire, ouais, bon, ça, semble que ça s'intègre mal, je vais peut-être pas en parler. Fait que c'est. Mais Oui, je veux le faire, mais ça prend du temps. Oh, C'est J'ai une pas de question temps. de temps. Puis, si on parle justement de. Parce que là, tu disais que tu t'étais impliqué dans l'organisme communautaire qui est l'association. La Rappelle-moi le Société nom. québécoise de recherche en musique. Ah, OK. Puis ça, si pour t'aider à réaliser tes projets futurs, parce que, en tout cas, moi, je trouve ça passionnant, puis je pense que Pierre-Luc aussi, tu sais, est-ce qu'il y a des choses que tu sais, que les gens peuvent faire, qui écoutent, qui peuvent aider, tu sais, pour ne serait-ce que partager le mot dans notre culture, que la culture, c'est important, ce qui malheureusement n'est Ouais, pas ouais. assez souvent reconnu au Québec, là. Fait qu'est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, tu sais, qu'on peut partager pour aider, puis Ben, continuez à qu'éventuellement, m'inviter. Continuez à m'inviter dans des à entrevues passer comme le ça, mot. parce que ça me replonge dans mes recherches, puis ça réallume la flamme, on va dire, parce que des fois, tu sais, dans le train-train quotidien, dans mon travail, je pense moins à ça, mais en faisant des entrevues comme ça, je dirais que ça tient, ça Un réallume tout petit bout, ça, ça. la passion. Mais t'as pas, t'as pas idée juste. Quand j'ai entendu parler de toi la première fois, je voyais juste. Parce que à cette heure, avec Internet puis tout, là, faut que t'ailles le côté accrocheur le plus rapide possible. Je voyais juste l'image de elle a fait une thèse sur le métal noir québécois. Je me dis, à peu près tous les fans de métal du Québec vont vouloir cliquer là-dessus. Moi, je trouve ça hyper Ouais, passionnant, qu'est-ce que tu fais. Puis, merci. je le dis d'entrée de jeu, si tu veux, on pourrait se reparler plusieurs fois. Moi, ça Ah me oui, passionne. puis faire des collaborations aussi, Mhm. c'est toujours agréable. Ça permet aussi à ce que mon nom continue à circuler, là. Je veux Mhm. dire, quand même remis ma thèse en 2019, ça commence à faire un temps. Et c'est certain que l'intérêt est là, puis il y a tellement de questions qui sont d'actualité aussi, qui sont traitées dans la thèse, comme toute la notion de nationalisme. J'en parle énormément dans ma thèse, puis c'est un sujet là, hyper délicat aujourd'hui. Même quand j'en avais parlé dans ma thèse, je me souviens que je m'étais dit, waouh, ok, il faut que j'arrive à bien l'expliquer parce que, puis, tu sais, en même temps, j'avais comme envie un peu défendre des groupes que j'aime, tu sais. Bon. Mhm. Tout en ayant l'espèce de bagage universitaire, là, puis la réflexion qu'il y a derrière ça, tu sais. Les groupes que je rencontrais, ils me disaient non, on n'est pas nazis, on n'est pas, on ne fait pas du NSBM, il y a pas, tu sais.
Et là, je m'étais dit, bon, OK, il faut que je trouve une manière. Comment est-ce qu'on définirait ça, le nationalisme, à ce moment-là? J'avais trouvé deux, 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 poli- deux politologues, leur nom m'échappe présentement, mais il avait défini le nationalisme comme étant à la base, c'est genre l'amour de son pays. C'est juste ça. C'est juste ça. En voulant dire que il n'y a pas d'inclinaison à gauche ou à droite sur le spectre politique, sur la ligne politique. C'est juste l'amour du pays. Et c'est quand un parti, un mouvement politique le reprend à son compte que là, il y a une idéologie qui est apposée dessus et que là, il y a des dangers de glissement. Et ça m'avait vraiment énormément orienté dans ma compréhension. Puis ça m'avait permis de comprendre aussi que les groupes de métal noir québécois ne sont pas tous au centre de gauche ou avec des tendances de droite. Je veux dire, ils sont pas tous d'un même. Ils n'ont pas toutes la même inclinaison politique, on va dire. Ils sont pas placés à la même place. Mais Mhm. non, il y en avait qui me disaient, oh, moi, je me sens plus centre-droit, c'est comme ça que je me perçois. Il y en avait d'autres qui disaient, ah non, moi, je suis de gauche, je suis très là, féministe aussi dans mes valeurs. Je suis comme, oh, OK. Ben, ça représente toutes les valeurs que les Québécois ont aussi, qui sont présentes dans la société au Québec. Je sais pas si je C'est ça, m'éloignais là. du sujet, Non, mais mais c'est je bon. comprends. Non, non! Non, mais je comprends. Puis tu sais, ça revient à ce que j'ai dit un peu aussi tantôt. Je veux dire, c'est pas des questions que Loca Locas ou les Cowboys Fringants se feraient poser. C'est juste, ça revient plus au style extrême de la musique. Je pense que ces questions-là, ou ces soucis-là ressortent plus. Exact. Ben oui, c'est une musique qui est perçue comme étant agressive. Exprimer la haine est très mal vu en société, mais c'est un exutoire quand c'est en musique. On s'entend, là? Euh, dans ma tête, c'est toujours mieux de vivre son 5 minutes d'exutoire avec de la musique, de tout faire sortir le méchant, puis après ça, de continuer sa journée, puis de se sentir un peu plus apaisé que de faire des actes violents, là, Ah oui. qui sont pas, qui demeurent, qui se transposent vraiment dans la vie, là, je veux dire. Non, Mais il y a puis. tellement de ramifications, puis on pourrait en parler, je pense, pendant des heures, là. Ça Mhm. fait déjà 1 heure et demie qu'on en Oh, jase. Tu sais, à quoi ça sert l'art, tu sais, pour exprimer, puis exprimer un sentiment en tant que société aussi, dans le cas du métal noir québécois. euh, il y a plein de sujets puis d'avenues à explorer. Puis ça, c'est ce qui est fascinant avec l'anthropologie, la sociologie, la musicologie, yeah, c'est de voir qu'il n'y a pas juste une façon d'exprimer des idéaux, puis il n'y a pas juste une façon de vivre tes émotions. Puis c'est correct s'il y en a que exact. eux, c'est la famille d'Arèche qui les allume puis qui les fait sentir québécois, puis il y en a d'autres que ça va être forteresse. Puis je pense que des fois, on gagnerait en tant que membre d'une société à reconnaître ce qu'on a en commun, puis ce qui est l'amour de Mm. où on est, puis dans le Exact. monde, là. Fait que c'est Tout à c'est fait. super beau, puis je pense que t'as vraiment des... Je pense que tu fais un travail qui devrait être plus connu, puis que les médias devraient partager. Fait que si c'est les médias alternatifs, ben, ça sera les médias alternatifs, puis on Puis, va Ben aider. oui, tout à fait. puis comme moi, avec n'importe quelle personne que je fais un podcast aussi, quand ça va être partagé sur toutes les plateformes, il va y avoir, s'il y a des liens que tu veux me donner pour que le monde puisse suivre ton travail, je vais les afficher. Le monde aura juste à cliquer OK. qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires. Puis, je sais pas, je veux pas nécessairement une réponse extrêmement longue, mais je veux savoir parce que ça serait un bon sujet pour une autre conversation. Euh, Un opening, un open opening, ouais. La musicologie, as-tu étudié l'effet que la musique a sur nous? Tu sais, pourquoi, que, exemple, le black metal, ça nous met tant en transe? C'est-tu quelque chose que tu as étudié? Ben, un peu, là, je veux dire, j'essaie de répondre rapidement. C'est beaucoup les rythmes ou les riffs et les rythmes qui sont très euh, répétitifs. Mhm. Le fait que c'est répétitif puis que ça fait comme une boucle qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et il y a des petits changements qui se produisent, mais pas beaucoup. Puis à un moment donné, donc ça crée une espèce d'effet de
trance. Oh. Le fait qu'on n'est pas nécessairement toujours capable non plus de tout distinguer la voix, de tout distinguer chaque coup de baguette, de chaque coup de double bass. Tout ça fait un genre de pâte sonore, si on peut dire. Ça crée un effet de trance. Hmm. Rapidement, ça serait ça que je pourrais dire. Ah, mais c'est bon, mais je pense qu'on serait capable de jaser 10 heures. C'est vraiment passionnant. Puis un gros merci d'avoir accepté Ça fait plaisir. l'invitation au podcast.